Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'exercice, cette fois-ci sur la masse volumique. J'espère que la vidéo précédente a été claire au niveau du cours. Si vous n'avez pas eu besoin de la regarder et juste que vous vous intéressez aux exercices, il n'y a bien sûr pas de problème. Essayez comme d'habitude de mettre en pause la vidéo quand je vais vous présenter l'exercice. Et puis à ce moment-là, faites l'exercice déjà dans un premier temps. Au moins de tête, je sais que c'est difficile de trouver le courage de faire ça sur une feuille en même temps qu'on regarde une vidéo. C'est assez rare de vouloir le faire. Ce serait bien. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le au minimum à l'oral quand même pour voir si vous avez au moins l'idée de comment amorcer la question. C'est toujours le même problème souvent que vous avez. Comment je fais pour démarrer la question? Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais essayer de répondre à cette question évidemment à chaque fois. Eh bien, retenez qu'avec les 3 exercices qu'on va faire dans ces 3 prochaines vidéos, eh bien finalement vous aurez déjà un bon aperçu de ce qu'il faut faire à chaque fois que vous avez un exercice de masse volumique. C'est assez rarement autre chose de toute façon. Quand je dis assez rarement, c'est qu'en fait c'est même jamais le cas. C'est juste que la question peut être posée parfois différemment. Et ça les aléas du direct, hein, évidemment, quand vous avez un sujet de brevet où la question est parfois un petit peu mal tournée, bon bah vous comprendrez pas et tant pis, ça arrive. Et à l'inverse, vous avez des questions qui sont tournées de façon assez classique, un petit peu comme ce que je vais vous avoir fait là, et dans ce cas-là, bon finalement en fait il n'y a rien de spécial à faire. C'est classique et vous faites votre calcul et puis terminé. Alors l'exercice paraît un petit peu long, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué du tout. C'était juste pour donner un petit peu de réalité, de réalisme en fait à mon exercice, pour comprendre un petit peu en fait finalement ce qu'on peut faire avec la masse volumique. Donc parfois bon quelques calculs, enfin quelques questions peuvent être un petit peu difficiles, mais rien de, vous allez voir à la fin, rien de très méchant. Alors il faut vous imaginer, c'est très simple, vous êtes un vendeur de petites tours Eiffel à la sauvette, et puis votre objectif c'est le suivant, vous voulez faire croire à votre client que vous lui vendez des tours Eiffel en or, massif. Pourquoi pas? Eh bien, vous voulez vendre ces tours Eiffel en le faisant passer pour de l'or, mais évidemment votre client a priori n'est pas stupide, et donc dans ce cas-là, eh bien il faut quand même lui faire croire que ce qu'il a devant lui, c'est bien de l'or. Et l'or, bon bah tout le monde connaît un petit peu le principe, c'est jaune, ça brille et c'est assez lourd. Donc si vous lui présentez devant lui quelque chose de jaune qui brille mais qui est pas lourd, bah ça marche pas. Si à l'inverse vous lui présentez quelque chose qui n'est pas jaune mais qui est lourd, bon bah il comprendra bien que c'est quand même pas de l'or. Donc il faut qu'il y ait toutes ces caractéristiques mises ensemble pour que le client puisse croire que devant lui, il a bien de l'or. Alors, les 2 premières questions sont très simples, mais pareil, ça fait un petit peu d'étude de documents, donc c'est l'occasion de travailler ça, puisqu'en 3e, vous savez que le brevet, vous aurez certainement de l'étude de documents. Eh bien donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez quelques matériaux, de l'aluminium, de l'or, du fer, et deux types d'alliage, alliage fer-plomb et alliage fer éteint, et quelques petites caractéristiques et le prix à la tonne à chaque fois. La question 1 est la suivante, qu'est-ce que vous utiliseriez pour faire un maximum de profit? Donc, je veux vendre des tours Eiffel, je veux faire croire à mon client qu'elles sont en or, c'est-à-dire je veux lui faire croire que je peux les vendre à 60 millions d'euros la tonne. Et en fait, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'elles ne sont pas du tout en or. Elles vont être, pour la première question, puisque je veux faire un maximum d'argent. Donc, en fait, je veux m'acheter, moi, mes tours Eiffel pas cher du tout et les revendre très cher. Qu'est-ce qui coûte le moins cher dans notre tableau? Eh bien, ce qui coûte le moins cher, c'est le fer. 180 $ la tonne. Bah, c'est terminé. Je vais donc acheter des tours Eiffel en fer et les vendre au prix de l'or. Ça, c'est pour faire un maximum de profit. Sauf que, est-ce que votre client va être assez bête pour croire que devant lui, il a de l'or? Pas forcément. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les caractéristiques, on vous dit que le fer, c'est seulement assez lourd et que ça rouille avec le temps. Alors, à la limite, que le fait que ça rouille avec le temps, c'est pas grave, hein. Vous achetez la tour Eiffel, le vendeur à la sauvette, il vous fait pas de service après-vente. Donc, de toute façon, il vous vend n'importe quoi. Donc, le fait que ce soit assez lourd seulement et pas très lourd comme le fer, comme l'or, ça pose problème. Donc, ce qu'on va faire du coup pour la question 2, c'est que moi, mon objectif, au-delà de faire du profit, c'est surtout que le client croit qu'il achète de l'or. Quel est le meilleur matériau pour lequel le client va croire qu'il achète de l'or? Bah, a priori, l'alliage fer-plomb. Parce que l'alliage fer-plomb, tout comme l'or, est aussi caractérisé comme étant très lourd. J'ai donc plus de chances de tromper mon client en lui vendant du fer-plomb qu'en lui vendant du fer tout court. Le seul problème évidemment, c'est que le fer-plomb, ça coûte un petit peu plus cher, hein. Ça coûte 10 fois plus cher que le fer. Mais bon, quand on se fait 60 millions d'euros de bénéfices à la tonne, vous imaginez bien que c'est pas très grave, on n'est pas à ça près. Donc voilà pour la question 1 et voilà pour la question 2. Donc là, c'est rien de spécial, c'est juste des questions, même n'importe qui qui n'aurait pas fait ce chapitre-là sur la masse volumique pourrait répondre à cette question. 3e question, c'est là où on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Alors déjà, regarde, on a une petite ligne de texte qui nous précise 2-3 petites choses. C'est que visiblement, les prochaines questions vont directement avoir besoin de cette notion-là. On vous dit donc la masse volumique d'un alliage fer-plomb, c'est 9 grammes par centimètre cube. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez 1 centimètre cube de fer-plomb, vous aurez 9 grammes. La masse volumique de l'aluminium, c'est 2,7 grammes par centimètre cube, hein, beaucoup plus faible comme vous pouvez le voir. Et celle de l'or, c'est 19,3
grammes par centimètre cube. Ok, bon, très bien, pas de souci, terminé. Une petite tour Eiffel a un volume de 450 centimètres cubes. Ok. Calcule la masse qu'elle aurait avec tous les métaux dont on connaît les masses volumiques. Et justifie ensuite quel matériau je vais utiliser pour faire la vente, tout simplement. Alors, on regarde un petit peu la phrase de la question et en fait, il faut regarder comment elle est tournée et surtout ce qui est marqué. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, une petite tour Eiffel a un volume de 450 cm3. Ok, je note. V égale 450 cm3. C'est noté, c'est terminé. Ok. Information suivante ou chose à faire. Calcule la masse qu'elle aurait avec tous les métaux dont on connaît les masses volumiques. Ben voilà, vous avez ce qu'il faut faire. Calcule la masse. Moi, je veux donc voir M égale. M égale quoi? Justement, je ne sais pas encore. En plus, on vous le précise. Calcule la masse qu'aurait la tour Eiffel avec les métaux dont on connaît les masses volumiques. Donc grâce aux masses volumiques, visiblement. Bon, ça tombe bien, dans la vidéo précédente, on avait déjà vu quelque chose. On avait vu que la masse, c'était la masse volumique multipliée par le volume. Comment je sais que je dois utiliser cette formule-là et pas une autre? Bon, déjà deux choses. Connaissez-vous beaucoup de formules qui font calculer une masse? Non. Moi, personnellement, en troisième, j'en connais deux. Je connais M égale ρ fois V, et vous vous rappelez peut-être du poids, P égale P égale mg, donc du coup, M égale P sur G. Voilà. À part ça, il n'y a rien de spécial. Avez-vous une notion de poids, une notion de pesanteur ici? Non. Avez-vous par contre des masses volumiques et des volumes? Oui. Regardez d'ailleurs ce qu'on avait juste avant dans le début de la phrase. V égale 450 cm3. Donc c'est que j'ai besoin visiblement de cette formule-là. Je cherche ça, j'ai un volume, j'ai une masse volumique, c'est tout indiqué. Alors, par contre, vous avez vu, j'ai trois masses à faire. J'ai la masse pour le fer-plomb, la masse pour l'aluminium et la masse pour l'or à calculer parce que je dois le calculer pour les trois métaux dont je connais les masses volumiques. C'est les trois seuls dont je connais les masses volumiques. Allez, commençons. Ce que je vous conseille de faire, comme je vais calculer trois masses, je ne vais pas écrire M égale, M égale, M égale. Je vais écrire à chaque fois le nom de la matière. La masse de l'alliage. Avec, vous voyez, c'est un petit indice. C'est pas au même niveau, c'est un peu plus petit. C'est comme quand vous écrivez un ion AL 3+. C'est pas en indice cette fois-ci, c'est en exposant, mais c'est le même principe. C'est un plus petit que la façon d'écrire AL. C'est pour apporter un peu de précision. Bon, pour l'ion, de toute façon, c'est essentiel. Masse de l'alliage est égale à ρ de l'alliage fois le volume. Ai-je besoin de préciser que c'est le volume de l'alliage? Non, parce que mes trois tours Eiffel vont toutes faire le même volume. Donc V. Donc je laisse V. La masse volumique de l'alliage, donc on a dit que c'était 9 grammes par centimètre cube. Je vous conseille de mettre d'une autre couleur les unités. 9 grammes par centimètre cube. Et je multiplie ça par le volume qui fait 450 centimètres cubes. Je vais pas le faire à chaque fois pour pas perdre de temps, bien sûr. Je regarde les unités. Est-ce que c'est compatible? En fait, si vous voulez savoir si c'est compatible, vous avez juste besoin de regarder si dans les unités que vous voyez là, il y a une répétition à un moment donné. Centimètre cube. C'est bon, c'est gagné. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Si à un moment donné, dans l'une de ces deux unités, l'une de ces deux unités-là, vous ne la retrouvez pas de l'autre côté, c'est forcément qu'il y a une erreur quelque part. Alors vous allez me dire, oh, mais je risque pas de trouver des grammes de toute façon ici. Ben non, bien sûr. Mais c'est juste que si je calculais des volumes, j'aurais cette fois-ci non pas M égale ρ fois V, mais j'aurais V égale M sur ρ. Donc dans ce cas-là, il faudrait faire attention à ce que la masse et la masse volumique soient toutes les deux écrites avec des grammes. Voilà, tout simplement. Donc là, je vois centimètre cube, je vois centimètre cube. Ça me rassure, je fais mon calcul. 450 multiplié par 9, vous faites ce calcul-là, vous avez la masse qui va vous être donnée en, n'oubliez pas les unités, en grammes. Tout est marqué déjà. Toute l'information est là-dedans. Il n'y a rien de plus à faire. Donc, en faisant le calcul, ça fait donc 4050 grammes. Voilà. Votre tour Eiffel pèserait 4 kg si elle fait évidemment un volume de 450 cm3 et que vous la fabriquez dans un alliage fer-plomb. Faisons la même chose maintenant avec de l'aluminium. Donc ce sera cette fois-ci M alu, je mets alu pour aluminium bien sûr, égale ρ alu fois V. Le V ne change pas. Ρ de l'aluminium, on connaît, c'est 2,7. 2,7 multiplié par V qui fait toujours 450. Vous avez vu, cette fois-ci, je ne me suis pas amusé à réécrire les unités, mais bon, on a bien compris. Si ça marche une fois, ça marche à chaque fois. Donc là, les unités sont bien sûr compatibles. Vous faites 2,7 fois 450. Vous avez vu aussi, j'ai réécrit la formule littérale. Je ne suis pas vraiment obligé, mais c'est mieux quand même, pour voir si toujours vous avez bien cette logique qui est gardée du début à la fin. Et donc ça fait 1215 grammes. Ok. Vous voyez ma tour Eiffel ? La même tour Eiffel, le même volume, 450 cm3, c'est deux gros verres, si vous voulez. Donc, je sais pas, quelque chose comme ça éventuellement. Eh bien, une tour Eiffel de cette taille-là, vous la fabriquez en alliage, elle fait 4 kg, vous la fabriquez en aluminium, elle fait 1 kg.
4 fois moins de masse en fonction du métal que vous allez utiliser. Vous comprenez peut-être aussi pourquoi c'est l'aluminium qui est souvent privilégié quand on a besoin de faire des constructions assez légères, comme les canettes par exemple. Voilà. Dernier, évidemment, faut que je compare ça à l'or. Hein. Là, n'oubliez pas, l'objectif c'est de faire croire que je le vends de l'or. Donc la masse de l'or, ce sera la masse volumique de l'or multipliée par le volume. La masse volumique de l'or, on l'a déjà dit, c'est 19, enfin peut-être pas si je vous le redis, 19,3 multiplié par 450. Vous faites 19,3 fois 450 et donc ça fait 8685 grammes. Alors là, faut toujours qu'on critique un petit peu notre résultat. Donc en fait, en réalité, si je voulais faire une tour Eiffel de cette taille-là en or, elle pèserait plus de 8 kg. Donc la première matière dont on a parlé, c'est-à-dire l'alliage qui nous servira à faire un maximum, à tromper le client au maximum, finalement quand même, elle est quand même 2 fois plus légère que de l'or. Et vous voyez finalement l'aluminium là, 8 fois plus léger que l'or. Donc là, on est vraiment sur un métal qu'il va falloir éliminer après. Hein. Il n'y a aucune chance pour que mon client ait l'impression que ça, ce soit de l'or. Ça peut pas... Même là, j'ai envie de vous dire, finalement, c'est pas trop le cas. Mais bon, on est des vendeurs à la sauvette. Hein. On n'est pas sur de la grande contrefaçon non plus. Hein. Bon, voilà pour cette première question qui commençait à être un petit peu calculatoire. Alors, question 4, qui va nous paraître peut-être un petit peu plus compliquée, mais rien de méchant, vous allez voir. Alors, pour cette question 4, vous avez simplement à faire du produit en croix. Je vous explique pourquoi. Calcule le prix de chacune des 3 tours Eiffel avec les matériaux choisis. Quand c'est comme ça, donc là il y a l'information. Calcule le prix. Ok, prix. Donc il y a un moment donné dans mon exercice, on m'a parlé d'un prix. Oui, c'est vrai. Je vois que quand j'ai le matériau, on me donne le prix à la tonne de ce matériau-là. Par exemple, pour l'aluminium, on me dit que c'est 3 963 $ la tonne. Eh bien ça y est, ça c'est une information de prix. C'est la seule information qui me donne un prix. Vous avez vu que cette information de prix, elle est liée à quoi? À une masse. Ça tombe bien du coup qu'à la question d'avant, on ait calculé une masse. L'aluminium, on a dit que ma tour Eiffel, elle allait peser 1215 grammes. Je sais qu'une tonne d'aluminium, ça coûte 3 963 $. Bon combien ça coûte 1215 grammes? Produit en croix. 3 963 $, c'est une tonne. J'aimerais savoir combien de dollars coûte 1215 grammes. Produit en croix. Attention! Le produit en croix n'est faisable, alors peu importe dans le sens dans lequel vous le faites, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il y en a parfois qui font pas forcément de la même façon que moi. Moi, j'aime bien avoir un produit en croix où j'ai les colonnes ici et du coup, je sais que je dois avoir les mêmes unités. Dollar, tonne, gramme, ça va pas. Soit je mets tout en tonnes, soit je mets tout en grammes, soit je mets tout dans une unité qui est intermédiaire. Alors là, c'est vous qui voyez. Bon, je vais tout mettre en grammes, ça me paraissait plus logique pour moi. Je sais que une tonne, c'est 1000 kg. Et je sais que 1 kg, c'est 1000 grammes. La réponse est toute trouvée. Si une tonne, c'est 1000 fois 1 kg, et que déjà 1 kg, c'est 1000 fois 1 gramme, et alors une tonne, c'est 1000. Donc je l'ai réécrit comme ça. Une tonne, c'est 1000 fois 1 kg. Oui, mais 1 kg, c'est 1000 fois 1 gramme. 1000 fois 1000 fois 1 gramme, ça fait 1000 fois 1000, ça fait 1 million de grammes. Une tonne, c'est aussi 1 million de grammes. Et là, je peux faire mon produit en croix. Gramme, gramme, dollar, dollar. Le produit en croix, comme d'habitude, on multiplie la diagonale connue, on divise par ce qui nous reste. Donc la diagonale connue, c'est celle-là. Hein, je connais ça, mais je connais pas ça. Donc je connais ça et ça. Je fais ça fois ça et je divise par 1 million. Et j'ai le prix. Et donc ça fait 4,8 $. Pas mal, hein, du coup. Voilà pour le principe. Vous avez bien sûr la même chose à faire, donc là c'était pour l'aluminium, vous avez bien sûr la même chose à faire pour l'alliage et bien sûr la même chose à faire pour l'or. Faites quand même très attention. Là je vous ai parlé en même temps, du coup j'ai fait mon calcul en vous parlant. Vous savez ce que je viens de faire. Sur une copie, un prof ne comprendrait pas ça. Donc là il faudrait écrire un petit peu. Il faudrait dire, je sais que je connais le prix à la tonne de l'aluminium, 2 points, ça je comprends. Je cherche le prix pour 1215 grammes d'aluminium par produit en croix. Hop, et là, ok, je comprends ce que vous faites, c'est gagné. Et c'est terminé. Donc il faut faire pareil pour les autres. Je vous laisse faire évidemment pour vous entraîner un petit peu. Moi de mon côté, je mettrai juste les résultats sur la vidéo et comme ça vous saurez un petit peu si votre calcul est bon ou non. Bien évidemment, l'or, bien sûr, c'est ce qui coûte le plus cher à chaque fois.
évidemment. Voilà pour la question 4. La question 5, elle est très simple. Imaginez que vous apportiez à un bijoutier un bijou et vous lui dites, bah, tiens, tenez, c'est de l'or, ce bijou-là, et j'aimerais que vous me le rachetiez au prix de l'or. Évidemment, le bijoutier n'a aucune raison de vous croire sur parole. Il va falloir qu'il regarde si c'est vraiment de l'or ou pas, mais il n'a pas le droit, bien évidemment, d'abîmer le bijou. Ça serait vraiment grave, en fait, d'abîmer un bijou, puisque si vous ne voulez pas lui vendre finalement, il faut quand même qu'il vous le rende, le bijou. Donc s'il a gratté dessus, c'est pas terrible. Donc une des façons qu'il peut avoir, par exemple, de savoir si ce que vous lui donnez, c'est de l'or pur, oui ou non, ou quasiment pur, eh bien c'est très simple. Il prend votre bijou, il le pèse, il prend, alors soit, et c'est une forme d'anneau, dans ce cas-là, il peut en déduire le volume assez facilement par un petit calcul mathématique, soit éventuellement il le met dans l'eau pour faire un petit déplacement de liquide pour en déduire le volume. Bref, il mesure la masse, il mesure le volume, ρ égale m sur v. S'il trouve 19,3 grammes par centimètre cube environ, c'est gagné, c'est terminé. Il sait que ce qu'il a devant lui, c'est bien de l'or. Si on est quand même bien inférieur à 19,3 grammes par centimètre cube et qu'on est plutôt sur du 9 grammes par centimètre cube, vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas du tout de l'or que vous êtes en train de lui vendre là. Et donc il saura que vous êtes un escroc. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça a été assez clair. Donc vous voyez, finalement, il n'y a pas grand-chose. Une multiplication et un produit en croix. Voilà un exercice de niveau 3e. J'espère que vous comprenez aussi que ce n'est pas très difficile et qu'en fait, finalement, la seule difficulté, souvent, c'est comment partir, qu'est-ce que je dois faire. Et bien, posez-vous les questions en lisant bien à chaque fois l'énoncé et en lisant bien les questions pour bien comprendre qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez calculer. C'est marqué. Calcule la masse. Quelle est la masse ? Comparer la masse, des choses comme ça. Voilà. Les verbes vous donnent aussi une indication de ce qu'il va falloir faire. Voilà pour cette première vidéo. Je vous invite à aller voir la deuxième qui va suivre du coup sur l'exercice suivant. Il y en a encore 2 comme ça qui viennent. Courage, c'est bientôt la fin et c'est bientôt aussi le début de la compréhension de ce chapitre. Je vous dis à la prochaine et bon courage pour bien réviser cet exercice.